Le 4 de novembre 1715, on publia un arrêt du Conseil d'État qui obligea les traitants, sous-traitants et autres gens d'affaires de rendre compte de leur régie. On assurait que monsieur le duc d'Orléans étouait en balance d'accepter les offres que les Hollandouais faisaient de prêter aux roués une somme de 40 millions à 10% d'intérêt et 50 millions de la République de Gênes sur le même pied, afin de répandre des espèces dans le public. On assurait aussi que pour attirer de l'argent dans le royaume, il avouait résolu d'y donner cours aux monnaies étrangères d'or et d'argent, comme d'Espagne, d'Allemagne, d'Angleterre, de Hollande, etc. On fut aussi en délibération au conseil si on établirait une espèce de dîme royale de 20 sols par jour sur chaque clocher ou paroisse du royaume, ce que l'on prétendait devoir produire un plus gros revenu et plus fixe au rouet, et si peu onéreux au public qu'on ne s'en apercevrait presque pas, personne n'en étant exempt, et sans avoir besoin de receveur, ni de commis, ni de sergent pour en faire la recette ou la collecte. Le 8, la Chambre des comptes fit poser les scellés sur les effets trouvés dans la maison qu'occupait le sieur Regnault, receveur des tailles de la généralité de Paris, rue du Mail, proche la place des Victoires, pour être disparu depuis quelques jours par une banqueroute dont le caissier se trouvait embarrassé pour une somme de 100 000 livres que plusieurs particuliers lui avouaient confier pour s'exempter des diminutions précédentes, le sieur Regnault ayant tout emporté ou détourné à l'insu de son caissier. Monsieur le duc d'Orléans ayant déclaré à monsieur le Pelletier de Souzy que le conseil de régence avouait juger à propos de réunir au conseil de la guerre la direction des fortifications, comme elles étaient du temps de monsieur le marquis de Louvois, le même conseil l'en déchargeait. Mais moi, ajouta le prince, je vous continue la pension de 20 000 livres pour les bons services que vous avez rendus à l'État dans cet exercice. Sur quoi monsieur de Souzy lui dit: Monseigneur, comme je sais dans quel embarras sont les affaires de l'État, je supplie très humblement votre Altesse royale de trouver bon que je la remercie de la grâce qu'elle veut bien me faire, n'étant pas juste que je sois payé pendant que je ne ferai aucun travail. Sur cela, le prince dit obligeamment: il serait à souhaiter que je me visse obligé de faire, dans cette conjoncture, à bien des gens, l'éloge d'un désintéressement pareil au vôtre, qui augmente beaucoup l'estime que j'ai toujours eue pour votre personne. Monsieur le chevalier d'Asfeld, lieutenant général des armées du Rouet, qui s'était si bien distingué en Espagne et ailleurs, fut chargé de la direction générale des fortifications, dont on assurait qu'il aurait une parfaite connaissance et aussi étendue que le maréchal de Vauban. Monsieur de Bercy, intendant des finances et gendre de monsieur Desmarais, eut ordre de se retirer incessamment à 30 lieues de Paris. On impute la cause de son exil à ce qu'étant chagrin de ce que le conseil de la Régence avouait résolu de lui ôter la direction générale des ponts et chaussées du royaume pour quelque malversation de sa part ou de ceux qui l'employaient, et d'en charger monsieur le marquis de Berringham, premier écuyer du rouet, il avouait eu l'impudence de faire attendre dans une antichambre pendant 2 heures monsieur Duterrat, chancelier de la maison de monsieur le duc d'Orléans, qui lui portait des ordres de la part de son Altesse royale, et au bout duquel temps, étant venu dans l'antichambre, en habit même indécent, avouait dit brusquement à monsieur Duterral, et sans observer à son égard aucune civilité, comme s'il eût parlé à un crocheteur ou au moindre de ses domestiques, et d'un ton méprisant: Qu'est-ce que c'est? À laquelle impertinence monsieur Duterrat répondit doucement: On n'a pas manqué de vous avertir que j'avouais à vous parler. Cependant, après m'avoir fait attendre durant 2 heures dans votre antichambre comme un laquais, vous me demandez avec la dernière grossièreté: Qu'est-ce que c'est?
Vous l'apprendrez de la bouche de son Altesse royale, qui m'avouait chargé de vous porter ses ordres. » Puis, M. Duterrat se retira sans attendre la réplique de M. de Bercy, dont on disait que très peu de gens avouaient lieu de se louer. M. le comte de Pontchartrain fut aussi alors démis de la charge de secrétaire d'État et de la direction générale de la marine, comme incapable de l'exercer et n'ayant, disait-on, contenté presque personne pendant tout son ministère. On ajoutait qu'un jour, étant au conseil, appuyé sur le dos de la chaise d'un des seigneurs qui le composaient, le jour étant sur son déclin, M. le duc d'Orléans, l'ayant aperçu en cet état, lui dit sèchement: « Allez quérir de la lumière. » Acoué ayant obéi, le prince ajouta: « Il faudra enfin chasser cet homme-là comme il le mérite, puisqu'il ne se rebute point de tout ce qu'on lui dit, et de tout ce qu'on lui fait. » Le chevalier de Saint-Georges, fils du feu roué d'Angleterre Jacques II, partit de Bar-le-Duc la nuit du 3 novembre, accompagné seulement de 6 de ses officiers, pour prendre le chemin de Calais afin de s'y embarquer. Pour mieux cacher son départ, il avouait, le jour précédent, fait une partie de chasse avec le prince de Vaudemont pour le lendemain. Le matin, le prince de Vaudemont, étant arrivé au château de Bar avec ses chiens et autres équipages de chasse, et n'ayant pas trouvé le chevalier de Saint-Georges dans son appartement, il feignit de le faire chercher dans le jardin et d'en être fort inquiet. Enfin, il déclara aux officiers du chevalier de Saint-Georges qui étaient restés, qu'il était parti la nuit précédente, que son départ devait leur donner de la joie plutôt que de la tristesse, ayant eu de grandes raisons pour le cacher, et que personne n'eut à sortir de la journée hors du château, ainsi que le prince leur maître l'avouait ordonné, qu'aussi bien les ponts en demeureraient levés jusqu'au lendemain. Peu de jours après, on apprit de Cherbourg que le prince et les 6 officiers qui l'avouaient accompagner y avaient paru tous vêtus de gros pinchinas, et qu'ils s'y étaient embarqués sur 2 vaisseaux suédois qui l'y attendaient pour le transporter en Écosse. Le comte de Sters, ambassadeur d'Angleterre, ayant eu avis du départ du chevalier de Saint-Georges et de la route qu'il devait tenir, envoya des gens à lui sur cette route avec ordre de le tuer. Le plus grand danger que ce prince courut, ce fut près d'Annay, terre qui appartenait à feu monsieur le duc de Vendôme. 3 Anglais ou Écossais s'étaient logés dans une hôtellerie d'Annay, vis-à-vis la poste où ce prince devait absolument passer, parce qu'il l'avouait rencontré à quelques lieues en deçà. Étant entrés dans une chambre où l'hôtesse les avouait fait conduire, et cette femme ayant su qu'ils avouaient aussitôt fermer la porte sur eux au verrou, elle y monta doucement, et ayant observé par le trou de la serrure qu'ils montaient des fusils à vis qu'ils avouaient apportés dans leurs poches, elle en soupçonna quelque mauvais dessein. Peu après, ils descendirent dans la cuisine et lui ordonnèrent de préparer de quoi souper, de tout ce qu'elle pourrait avouer de meilleur, parce qu'ils attendaient un jeune seigneur qui ne manquerait pas de descendre le soir en chaise de poste, avec quelques gens à cheval qui l'accompagnaient. Cette femme, sur le soupçon qu'elle avouait former en voyant monter des armes, donna ordre à son valet et à sa servante de travailler au souper, puis elle monta à cheval et alla le long du chemin que ce jeune seigneur devait tenir. Et l'ayant rencontré par bonheur, elle s'approcha de la chaise de poste et le pria de lui prêter l'oreille. Elle lui parla de ces 3 étrangers dont elle croyait qu'ils devaient se défier pour leur avouer vu monter des armes à feu. Le prince lui sut bon gré de son avis et de sa course, et lui ayant fait une largesse, il prit une autre route sans changer de chevaux. Et pour mieux duper ces 3 espions qui l'attendaient, il ordonna à un de ses gens d'aller avec la même chaise descendre à l'hôtellerie de cette bonne femme, et de déclarer à ces étrangers, s'ils parlouaient de lui, qu'il était allé saluer madame la duchesse de Vendôme, qui était alors au château d'Annay, et que le soir il ne manquerait pas de venir le joindre à l'hôtellerie.
Les espions, ou plutôt les assassins, voyant arriver la chaise, crurent d'abord que le prince ne leur échapperait pas. Mais ne l'y ayant pas vu, ils demandèrent à l'officier qui avouait pris sa place où il étouait. Celui-ci leur ayant répondu qu'il devait venir le rejoindre sur le souhait au retour du château d'Annay, ils crurent la chose de bonne fouet, et là-dessus étant remontés dans leur chambre, ils s'y endormirent, et pendant qu'ils dormaient, l'officier qui avouait ordre de se promener et de s'échapper de cet endroit aussitôt qu'il le pourrait, ne manqua pas de profiter de l'occasion en laissant la chaise dans l'hôtellerie, comme il en était convenu avec l'hôtesse, et fut rapidement rejoindre le prince son maître, qui était impatient de s'avouer la vérité du fait dont cette femme avait eu le bonheur et la prudence de le prévenir. Monsieur le duc d'Orléans, informé de la conduite du comte de Sters à cet égard, lui en fit des reproches très vifs, comme contraires au droit des gens. Cependant, son Altesse royale, à l'instance de cet ambassadeur, envoya ordre au gouverneur de la Bastille de mettre en liberté un Écossais qui avoué été conduit pour avouer servi d'espion contre le chevalier de Saint-Georges. Monsieur le maréchal de Villars dit quelques jours après au comte de Sters, sauf le respect que je dois à monsieur le duc d'Orléans, ici présent, vous êtes un fourbe, car je sais de très bonne part le contraire de ce que vous avancez à son Altesse royale, et que vous n'êtes point chargé de dire ce que vous avancez si mal à propos. On prétendait alors que ce qui avouait obliger cet ambassadeur de former l'horrible dessein de perdre le chevalier de Saint-Georges était qu'il prévoyait que tous ses biens allouaient être perdus pour lui, étant situé au voisinage du camp du comte de Mar, qui commandait les troupes du parti de ce prince. Par cette lâche et noire action, il fit assez connaître qu'il ne dégénérait en rien de son aïeul, qui fut le principal promoteur de la mort tragique du roi Charles Ier, et peut-être plus criminel que le fameux Cromwell. Lorsque les députés de l'Assemblée du clergé furent salués monsieur le régent, son Altesse royale dit à monsieur l'archevêque de Bourges, « On ne peut pas être plus mécontent que je le suis de vous, et je n'aurais pas cru que sorti d'une famille qui a toujours été fort attachée à la maison royale, vous eussiez tenu une conduite aussi opposée. » Le bruit courut alors que les pères Tellier, Daniel, Doussin, Lallemand, Ardouin et Gelmont, jésuites, avouaient ordre de sortir incessamment du diocèse de Paris. Sur quoi on disouait plaisamment que le père Tellier, de tout son équipage et de son carrosse, ne s'était réservé que la flèche, pour faire allusion au collège de la Flèche, en Anjou, où peu après il fut relégué, outre que sa pension, qui était de 4000 livres, fut réduite à 400 par an sa vie durant. Quelques jours auparavant, le Conseil de la Régence jugea à propos de réformer 800 gardes du corps, en leur assignant à chacun 10 sols par jour afin de les aider à subsister avec exemption de taille et des autres impositions, et avec ordre de se retirer chacun en son pays et de revenir continuer leur service en cas que la guerre vînt à s'allumer. On fit en même temps une réforme de 20 hommes par compagnie des 2 régiments des gardes françaises et suisses. On réduisit les 2 compagnies de mousquetaires à la moitié. On réduisit tous les dragons à pied comme l'infanterie, excepté les régiments à qui les chevaux furent conservés. On réduisit aussi tous les capitaines de dragons à la paye des capitaines d'infanterie, qui est de 90 livres par mois. On intercepta pour lors une lettre que le père Tellier et autres principaux des jésuites écrivaient au pape à l'encontre de monsieur le duc d'Orléans.